La COP25 se déroule en ce moment à Madrid et pendant 2 semaines, les signataires de l'accord de Paris y sont réunis afin de discuter des enjeux climatiques. Et on va retrouver Fanny Petitbon de l'ONG CARE. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors juste avant cette COP21, le Parlement européen a déclaré l'urgence climatique. C'est un vote à portée symbolique qui vise à maintenir la pression sur les dirigeants de l'Union européenne. Est-ce vraiment, selon vous, à la hauteur des enjeux ? Alors c'est vrai que l'Union européenne est le premier continent à se déclarer en état d'urgence climatique et en faisant ça, il veut montrer qu'il fait rempart notamment à tous ces États qui ferment les yeux sur l'urgence climatique. Donc l'administration Trump, le Brésil de Bolsonaro. Bien sûr c'est important mais il faut des actions concrètes. La semaine prochaine, les chefs d'État européens vont se retrouver et ils vont certainement aboutir à un accord sur la neutralité carbone d'ici 2050, c'est-à-dire ne pas émettre plus que ce que les océans, les forêts peuvent absorber. C'est bien, mais il faut agir sur le court terme. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils revoient leurs objectifs de réduction des émissions d'ici 2030. Il faut qu'ils s'engagent à réduire d'au moins 65% les émissions de gaz à effet de serre européennes pour rester dans les clous de l'accord de Paris. Or ça, on ne l'a pas entendu ni dans le discours de la commissaire, de la présidente de la Commission européenne lundi, ni dans le discours du Premier ministre français qui était aussi là à Madrid. Donc l'Union européenne doit se positionner le plus tôt possible. Elle ne doit pas attendre octobre 2020 pour montrer qu'elle est prête à retrousser les manches. Alors Emmanuel Macron ne s'y rendra pas à cette COP25. Comment vous réagissez ? C'est une grande déception. C'est la deuxième COP d'affilée où le président de la République française ne vient pas. Il se présente comme un champion du climat. Il s'est rendu célèbre avec son fameux Make Our Planet Great Again. Et le climat est devenu la première préoccupation des Français. Mais à la place, il a envoyé donc son Premier ministre qui n'a pas montré vraiment une ambition de revoir les objectifs européens. Et puis surtout, en fait, il est en contradiction. C'est-à-dire il veut, à l'échelle internationale, montrer que la France est au devant, veut prendre les rênes de l'action climatique. Et au niveau français, on voit que les objectifs de réduction des émissions sont insuffisants, que la France ne les atteint pas et qu'en plus, l'argent, il y a 2 fois plus d'argent public qui est allé à soutenir les industries des énergies fossiles que dans les secteurs verts au cours des 2 dernières années. Donc il y a un gros fossé entre les discours et puis la réalité. Une question maintenant sur les pays du Sahel. Ils sont confrontés à d'immenses défis comme la pauvreté, les violences, la pression démographique. Et ils sont très vulnérables au changement climatique. Est-ce qu'ils s'impliquent suffisamment ? Comment ces pays se mobilisent-ils ? Alors c'est vrai que le changement climatique, c'est l'une des plus grandes injustices de notre époque parce que c'est les populations, les pays qui sont le moins responsables des émissions de gaz à effet de serre qui sont le plus impactés. Notamment l'Afrique qui contribue à moins de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et pourtant, parmi les 10 pays qui sont le plus menacés par le changement climatique, il y a 7 pays africains, notamment la Sierra Leone, le Nigeria, le Tchad. Et le changement climatique, il a vraiment un impact sur l'accès à l'eau, l'alimentation, la production agricole. Et ce qu'on voit ici dans les négociations, c'est que ces pays-là, ils ont envie de s'impliquer. Il y a des pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, qui ont décidé d'allouer 20% de leur budget national à la lutte contre le changement climatique. C'est important, mais ces pays, ils sont au bord du gouffre. Ils sont là et ils ne cessent de rappeler qu'il y a besoin d'une vraie solidarité de la part des pays riches qui sont historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre. Or, il y a une promesse qui a été faite il y a 10 ans par les pays riches, c'est-à-dire de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour aider les pays les plus pauvres. Et pour l'instant, on est encore très loin du compte. Et aujourd'hui, à la COP21, il y a vraiment une mobilisation sur tout ce qu'on appelle la question des pertes et dommages, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas empêcher, même si on faisait tout pour réduire nos émissions, s'adapter. C'est des territoires qui disparaissent, c'est l'érosion côtière au Sénégal, c'est les mouvements migratoires qui sont forcés. Et là, les États riches font absolument l'autruche. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas payer pour la responsabilité de la crise climatique. Très rapidement, la jeunesse, elle prend de plus en plus le dessus sur les politiques, sur ces sujets environnementaux. Quelle est sa marge de manœuvre en quelques mots ? Alors c'est vrai que la jeunesse a montré que le changement climatique, c'est pas juste un problème environnemental, c'est un problème de société. Les jeunes refusent aujourd'hui que les aînés, que les États hypothèquent leur futur, les condamnent à vivre dans un monde hostile. Mais on a vu aussi tout récemment dans un sondage que 59% des jeunes Européens pensent que cela est réversible. Donc les responsables politiques doivent agir et c'est important de voir, on le voit ces derniers jours dans la COP, de plus en plus de jeunes du mouvement notamment Fridays for the Future qui ont fait la grève le vendredi, qui sont là, qui
qui vont parler aux négociateurs. Donc les responsables politiques vont au pied du mur. S'ils ne sont pas crédibles, pour ils toutes sont ces pas informations.